4 kilomètres, presque 3 magnificents mètres. C'est une profondeur que l'esprit humain ne peut pas appréhender. C'est une chute dans l'éternité. La pression ici est de 400 atmosphères. C'est comme si le poids de 50 avions de ligne pesait sur chaque mètre carré de votre corps. Cela suffit à compresser les poumons à la taille d'un poing et à plier le métal comme du papier d'aluminium. Lumière. Il n'y a pas de lumière ici. Pas un seul photon jamais. C'est une éternelle nuit polaire absolue. La température de l'eau est d'environ 0 degré. C'est une planète étrangère plus hostile que la surface de Mars. Et ici, dans cet univers impitoyable et hostile, il gît. Titanic, un navire de rêve. Insubmersible, symbole de l'orgueil humain devenu symbole de la tragédie humaine. Il est resté dans l'obscurité pendant plus de 100 ans. Un fantôme, une légende. Lieu de repos de 1500 âmes. Nous pensions tout savoir sur lui. Nous avons lu des livres, nous avons regardé des films, nous avons appris par cœur les histoires des passagers. Nous avons vu des images fantomatiques et granuleuses des premières expéditions qui, comme des éclairs dans l'obscurité, saisissaient sa silhouette rouillée. Nous pensions que le mystère était percé. Iceberg, brèche, négligence, manque de canaux de sauvetage. C'était une tragédie. Mais c'est une tragédie compréhensible. Mais nous nous sommes trompés, nous n'avons vu qu'une ombre. Les technologies ont changé. Ils nous ont permis de faire ce qui était impensable il y a encore 10 ans. Non pas simplement visiter, non pas simplement regarder, mais pénétrer. Pénétrer dans son cœur mort. Et ce que le drone robotisé messager sans pilote de notre monde a découvert dans les salles inondées et mortes a choqué tout le monde. Ce n'était pas une seule découverte. Ce feu d'eau, une découverte qui nous oblige à réécrire l'histoire même du naufrage et à découvrir qu'il n'était pas seul là-bas. Dans cette obscurité glaciale, il a de la compagnie. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seront la meilleure des remerciements. Merci. Avant d'entrer, nous devons comprendre ce que nous cherchons. Pendant des décennies, le Titanic n'a pas été qu'un navire, il a été un fantôme. On l'a cherché pendant 73 ans. Des dizaines d'expéditions, des millions de dollars, tout est vain. L'océan est trop grand. Et puis en 1985, c'est arrivé. L'expédition de Robert Ballard. Mais sa mission était une couverture. Ballard était officier de marine. Son véritable objectif secret financé par la marine américaine était de retrouver les sous-marins nucléaires Thresher et Scorpion coulés. L'accord était le suivant. Trouvez nos bateaux et s'il vous reste du temps, vous pourrez chercher votre Titanic. Le temps est compté. 12 jours. Ballard a utilisé une nouvelle tactique. Il ne cherchait pas un navire, il cherchait des débris. Il savait que le navire en tombant devait laisser une trace. Après les débris. Et donc, dans les derniers jours de l'expédition, cette anomalie est apparue la nuit sur le sonar dans la salle de contrôle, puis la caméra qu'il traînait au-dessus du fond a montré une chaudière, l'une des chaudières à vapeur du Titanic. Ils ont trouvé la trace, leur cœur battait. Ils ont suivi la piste de charbon d'assiette et de débris. Et soudain, un mur est apparu de l'obscurité. Un mur d'acier, déchiqueté noir géant. C'était lui. Mais ce fut le premier choc. Le Titanic ne reposait pas au fond de l'océan avec fierté et intact comme on l'avait dépeint. Il était cassé, coupé en deux. La proue, étonnamment intacte, s'est enfoncée dans le fond comme une lance. Et la poupe était à 600 mètres d'elle. Et ce n'était pas l'arrière, c'était un champ de bataille. Du métal déchiré, tordu, explosé. Le mythe selon lequel le navire a coulé en entier a été détruit sur le champ. La tragédie s'est avérée encore plus cruelle que quiconque aurait pu l'imaginer. La découverte de Ballard a ouvert les vannes, mais il n'a fait que regarder. Une autre personne a voulu entrer. James Cameron est réalisateur, mais avant tout explorateur. Il était obsédé. Pour son film, il avait besoin de plus que de simples plans extérieurs. Il avait besoin de s'immerger. Il a effectué des dizaines de plongées plus que quiconque sur la planète. Il a piloté les submersibles Ross Mir. Mais ce n'était pas assez. Il a construit des robots, de petits robots espions agiles. Ils s'appelaient Jake et Elwood. C'étaient ses yeux.
et il les a envoyés là où l'homme ne pouvait pas aller. C'était une des premières images de l'intérieur et elles étaient effrayantes. Elle vit s'est glissé dans le trou brillant là où se trouvait autrefois l'escalier principal et il a flotté. Dans les couloirs de la première classe, nous avons vu des lustres couverts de rouille, mais toujours accrochés au plafond. Nous avons vu les restes des cabines, les salles de bain, les cadres de lit en laiton, puis il a trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être là du papier. Des fragments de papier miraculeusement conservés dans cet environnement. Ils faible teneur en oxygène et tanins provenant du bois dissous. C'était l'environnement idéal pour la conservation. Cameron nous a apporté Titanic comme une maison hantée. C'était passionnant, mais c'était comme regarder par le trou de la serrure. Nous n'avons pas vu l'ensemble du tableau. Le navire était trop grand. L'obscurité était trop absolue. Les technologies de l'époque ne nous donnaient que des fragments. Et pendant toutes ces années, pendant que nous regardions ces images, un processus silencieux, implacable et terrifiant se déroulait dans l'obscurité. Et puis tout récemment, il y a eu une révolution. L'expédition de la société Maelandi Litday et de la chaîne de télévision Atlantic Productions est partie vers le Titanic. Mais ils ne sont pas allés le voir avec des caméras, ils y sont allés avec des scanners. Plus de 200 heures de plongée. Cette voie, ce n'étaient pas des mondes habités. C'étaient des drones sous-marins autonomes, des torpilles de haute technologie bourrées de capteurs. Ils s'appelaient Roméo et Juliette. Ils travaillaient en binôme. Ils n'avaient pas besoin de pilote. Ils n'avaient pas besoin de câbles. Ce sont de l'intelligence artificielle. Ils ont reçu la mission de cartographier tout. Ils ont comme des tondeuses à gazon robotisées, ratissé méthodiquement chaque centimètre du champ de débris kilomètre après kilomètre. Ils ne se contentaient pas de filmer, ils utilisaient des sonars à balayage latéral, des scanners 3D, des lasers. Ils ont pris 715 000 photos. Ils ont collecté 16 tubes de données, puis les ont remontées à la surface. Les superordinateurs cousins à tour de bras. C'est eux qui ont créé le jumeau numérique pour la première fois de l'histoire. Nous avons vu le Titanic un entier sans eau, sans obscurité, comme si quelqu'un avait retiré le bouchon de l'Atlantique. Et cette carte est le modèle 3D fantôme parfait. Ce fut le premier véritable choc. Elle était trop détaillée. Elle a montré ce que l'œil humain n'avait jamais vu. Elle a montré le numéro de série sur l'hélice. Elle a montré les rangées de bouteilles de champagne fermées dans le sable. Elle a montré une chaussure solitaire gisant à côté de ce qui était autrefois une valise. Mais cette carte a aussi révélé quelque chose d'horrible. En la comparant aux photos de Ballard de 1985 et à celles de Cameron des années 1990, les scientifiques ont pâli. Le navire disparaissait. Il ne rouillait pas seulement, il s'effondrait à une vitesse exponentielle effrayante. Ce que nous considérions comme un monument éternel s'est avéré être un château de sable emporté par la marée. Le toit au-dessus du célèbre escalier d'honneur s'est effondré. La salle de sport qui était étonnamment intacte s'est effondrée. La célèbre baignoire du capitaine que Cameron a filmée dans son film est devenue visible parce que tout le mur de la cabine s'est simplement détaché et est tombé. La partie avant qui semblait si solide s'affaisse sous son propre poids. Et le célèbre mot de une d'où le vigie Frederick Fleet a crié « Iceberg droit devant, elle n'est plus là. Elle s'est effondrée. Elle a simplement disparu. » Ces mêmes endroits, ce même symbole de toute la tragédie avait été effacé de la surface du navire. Le modèle numérique a montré que l'avant s'affaisse et que les ponts en crêpe se superposent. Et la nourriture qui était le chaos, est maintenant devenue indiscernable. C'est juste une montagne de métal rouillé. Et ce modèle numérique a permis aux scientifiques de créer une chronologie. Ils ont lancé la simulation et le verdict était choquant. Nous n'avons pas beaucoup de temps, peut-être quelques décennies, peut-être moins 30, 40 ans. Et le Titanic disparaîtra. Se transformera en un tas informe de métal rouillé au fond de l'océan. C'était une course contre la montre. Et cette course exigeait une pénétration. Il fallait comprendre non seulement comment il mourait, mais aussi comment il était mort. Et ce jumeau numérique nous a donné des indices, les preuves qui ont conduit à reconsidérer le suicide. Nous connaissons tous cette histoire. C'est comme ça qu'on nous a appris. Le Titanic filait à toute vitesse. Il a heurté un iceberg. La glace, comme un ouvre-boîte, a éventré le flanc.
Une brèche de 90 mètres. 6 compartiments sont inondés. Le navire insubmersible a coulé. Cette version est née dès les premiers interrogatoires. Les passagers survivants ont déclaré avoir ressenti un long choc grésillant. Les ingénieurs, pour expliquer une inondation aussi rapide, ont supposé l'existence d'un trou géant. C'était logique, c'était dramatique, et ce n'était pas vrai. Lorsque les scientifiques et les ingénieurs maritimes ont examiné les scans 3D, ils n'ont trouvé aucune brèche. Il n'y a pas de trou géant. Au lieu de cela, les scans ont révélé quelque chose de plus insidieux. Série de bosses. 6 petites lésions distinctes réparties sur près de 100 mètres. Le boîtier est enfoncé, le métal est fendu. Il semble que l'iceberg n'ait pas coupé le Titanic. Il le battait. Il se frottait soit contre le bord comme un marteau. Il appuyait sur les plaques d'acier du revêtement et faisait sauter les rivets. Des milliers de rivets comme des boutons qui s'envolent d'une chemise. Ce n'était pas comme une coupure d'épée. C'était comme si quelqu'un avait percé la coque avec une rafale de mitrailleuse. Le navire n'a pas été éventré, il a pris l'eau. L'eau a gelé de plusieurs trous. Elle s'est déversée de milliers de petites fissures formées entre les plaques d'acier. C'était encore plus horrible. Ce n'était pas une mort rapide. C'était une hémorragie lente et inexorable. Pourquoi, comme le Titanic, le summum de l'ingénierie a pu être aussi décevant? La réponse n'a pas été trouvée. Au fond, elle a été trouvée en laboratoire. Les scientifiques ont analysé les fragments de la coque remontée du navire et ils ont découvert une vérité choquante. Ce n'était pas l'iceberg, c'était l'acier. L'acier dont le Titanic était fait était le meilleur de son époque, mais il avait un secret, un défaut mortel. Elle contenait une forte proportion de soufre et de phosphore. Aujourd'hui, c'est inacceptable. Et que font le soufre et le phosphore? Ils rendent l'acier fragile, surtout par temps froid. Ce phénomène s'appelle la rupture fragile. Dans l'eau chaude, l'acier du Titanic était solide et élastique. Elle aurait pu plier sous le choc. Mais dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, à une température de 2 degrés Celsius, cet acier est devenu aussi fragile que du verre. L'iceberg n'a pas simplement heurté, il a brisé la coque, il s'est fendu comme un verre gelé. Mais ce n'est pas tout. Rivets, 3 millions de rivets, maintenaient le navire ensemble. Et l'analyse a révélé quelque chose qui a fait pâlir les ingénieurs. Dans la partie centrale de la coque où les contraintes étaient maximales, les constructeurs de Harlan et Wolff ont utilisé des rivets en acier posés à la machine. Ils étaient ostoïdes, mais à l'avant et à l'arrière, où la forme de la coque était trop courbée pour les machines, ils utilisaient des rivets en fer. Fer numéro 3 ou le meilleur. Ce n'est pas best, 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 mais juste best. C'était une qualité de fer qui contenait des scories, inclusion microscopique, et ces rivets étaient posés à la main. Pour économiser, pour respecter les délais, on ne sait pas, mais le fait est là. Les scans 3D obtenus par drone ont prouvé que les dommages des 6 trous se trouvaient précisément là à l'avant, à l'endroit où se trouvaient les rivets faibles. L'iceberg les a tout simplement mis hors de combat. Les têtes des rivets se sont envolées comme des bouchons de champagne. Le navire était déjà condamné dès le chantier naval de Belfast. C'était un navire à mâchoire de verre, et il allait droit au devant avec un point de glace. Ce fut le premier choc. Ce n'est pas l'histoire qui nous a trompés, c'est la métallurgie qui nous a trompés. Mais savoir comment il a coulé ne suffisait pas. Nous aurions dû savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, et nous aurions dû savoir que c'est ce qui le tue. La phase la plus dangereuse a commencé, la pénétration physique. On dit drone, mais ce ne sont pas les jouets qui volent dans le parc. C'est un Arrow, un véhicule sous-marin télécommandé, un robot de plusieurs tonnes valant des millions de dollars. Il est attaché au navire en surface par une laisse de 4 km, un câble à fibre optique. À bord du vaisseau de base, le pilote est assis. Dans une pièce sombre devant le joystick, il regarde les moniteurs. C'est un jeu vidéo, mais des millions sont en jeu et il n'y a pas de droit à l'erreur. Sa tâche est d'entrer à l'intérieur. Il flotte au-dessus du pont fantôme. Voici le célèbre nez où se tenaient DiCaprio et Winslet. Maintenant, il est recouvert de quelque chose d'étrange, stalactites rousses. Il s'approche à la nage d'un trou béant. C'était l'entrée de l'escalier d'honneur.
Il y avait autrefois un magnifique dôme de verre ici. Maintenant, c'est juste un trou noir menant en enfer. Le pilote prend une inspiration, il pousse le joystick. Roméo entre lentement. Le câble, c'est sa vie. S'il s'accroche à de la ferraille rouillée, à un morceau de lustre, à une poutre tombée, le robot restera là pour toujours. Il deviendra un autre fantôme du Titanic. Sur les moniteurs, on ne voit que ce que ses phares éclairent. Pèse-neige. C'est de la neige marine, une pluie éternelle de matière organique qui tombe de la surface. Et aussi de la vase. La plus fine des bouts. Le moindre mouvement des vies et le robot devient aveugle. Il soulève un nuage qui ne se déposera pas pendant des heures. Le pilote doit dériver. Il passe devant les restes des cabines. Voici la salle de bain, voici le lit renversé et voici ce qui était de l'escalier principal. La célèbre horloge a disparu, elle a été détruite. Il ne reste plus aucune trace de la sculpture sur bois. L'arbre est mangé. Il a été dévoré par des mollusques xylophages des grands fonds. Ces créatures adorent le bois. Ils ont mangé 99% de tout le bois du navire, les ponts, les meubles, les boiseries, tout. Mais avec le métal, il se passe quelque chose d'autre. Le robot plonge plus profondément. Dans la salle à manger de première classe, les murs sont toujours reconnaissables, mais ils sont vivants. Tout est recouvert d'œufs de stalactites rousses, brunes et orangées. Ils pendent au plafond. Ils poussent des murs. Ils recouvrent chaque centimètre de métal. Ils s'appellent des resticules, du mot rouille et glaçon. Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé qu'il s'agissait simplement de rouille, le processus d'oxydation normal dans l'eau salée, lente prévisible. Mais ils se trompaient. Roméo plante. Le pilote active le bras manipulateur robotisé. La pince se déploie lentement. Elle touche l'une des stalactites et elle s'effrite comme de la cendre, comme du papier mouillé. Ce n'est pas de la rouille solide, c'est autre chose, quelque chose de mou, de visqueux. Le pilote prélève un échantillon et le scelle dans un conteneur. Mission accomplie. Roméo commence une retraite lente et douloureuse. Il émerge de la gueule noire du navire et entame une ascension de 4 kilomètres vers la surface. L'échantillon arrive au laboratoire non par bateau dans les plus grandes universités du monde. Les scientifiques placent cette boue sous un microscope et ce qu'ils voient les choque profondément. Ce n'est pas juste une réaction chimique, c'est biologique. Les radicules sont vivantes. Ce sont d'énormes colonies bactériennes complexes, des milliards de micro-organismes travaillant ensemble. Et quand les scientifiques ont analysé l'ADN, ils ont eu un deuxième choc. Ce n'était pas une bactérie connue, c'était une nouvelle espèce. Une espèce absolument nouvelle qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Il a évolué ici dans cette obscurité dans un seul but. Il se nourrit du Titanic. On l'a appelé le Chalomonas du Titanic. C'est un monstre qui dévore le navire. C'est un extrémophile. Une bactérie qui adore le sel, adore le froid et adore le fer. Elle mange littéralement la coque du navire. Elle s'attaque à l'acier, dévore le fer, ne laissant derrière elle que des oxydes fragiles, cette même boue rouille. Les scientifiques ont calculé que ces bactéries, les Halomonas titanicae et ses congénères, consomment environ 180 kg de fer chaque jour. Ce n'est pas de la rouille, c'est un festin. Le Titanic n'est pas seulement un monument, c'est un récif, c'est un écosystème. C'est un buffet pour une nouvelle espèce inconnue de nous qu'il a lui-même engendrée. C'est pourquoi le navire s'effondre. Ce n'est pas seulement l'eau qui le ronge, elle le dévore vivant. Ce fut le deuxième et peut-être le plus grand choc. Le monstre que nous cherchions dans l'obscurité avait été créé par la tragédie elle-même. Mais le drone n'a pas seulement trouvé des bactéries. Il a trouvé quelque chose qui nous a ramené de la science aux gens. La fameuse modélisation 3D 2023. Elle a scanné non seulement la coque, mais aussi le champ de débris des milliers d'hectares de fonds marins parsemés d'effets personnels de valises de chapeaux de porcelaine et de bottes. C'est la découverte la plus effrayante. Des paires de chaussures posées côte à côte. Parfait comme si quelqu'un venait de les enlever. Mais il n'y a personne. En 100 ans dans cet environnement, le corps, les os, tout s'est dissous. Dissous complètement. Tout ce qui reste, ce sont des bottes traitées à l'acide tannique que les bactéries ne mangent pas. Chaque paire de bottes est une pierre tombale, un lieu où l'homme a sombré.
Et c'est ainsi qu'au milieu de ce champ de chagrin, le scanner du drone a détecté une anomalie. Quelque chose a brillé. Ce n'était pas du fer, ce n'était pas de la porcelaine, c'était de l'or. Le drone s'est approché, les caméras se sont focalisées. C'était un collier, une chaîne en or. Mais le pendentif n'était pas un diamant bleu. Ce n'était pas le cœur de l'océan. C'était quelque chose qui n'avait pas de ceci. C'était une dent sertie d'or. Les plongeurs de l'équipe qui étudiaient les photos ont poussé un cri d'étonnement. Ils connaissaient cette forme. C'était une dent de mégalodon, un requin préhistorique, un monstre géant qui a disparu il y a des millions d'années. Quoi? Une dent de requin historique sertie d'or était portée sur le Titanic. À qui appartenait-il? C'était une amulette pour homme, un bijou pour femme. Grâce à l'intelligence artificielle, les chercheurs ont commencé à passer au crible les listes de passagers en essayant de faire correspondre les visages à l'artefact. Mais en vain, la famille du propriétaire n'a jamais été retrouvée. C'est la troisième découverte. Une énigme parfaite. Un artefact incroyable, impossible, qui relie trois époques, le monde préhistorique, l'époque édouardienne et notre époque actuelle. Le drone a également trouvé des centaines de bouteilles de champagne. Beaucoup sont intactes, les bouchons sont toujours là. Ils n'ont pas explosé sous la pression. Pourquoi? Parce que la pression à l'intérieur d'une bouteille de champagne est presque la même que la pression au fond de l'océan. Ils sont parfaitement équilibrés. Il a trouvé les partitions. Mets tes bras autour de moi, chérie. Ils attendaient le pianiste qui n'est jamais venu. Il a trouvé la tête en porcelaine d'une poupée avec des orbites vides, témoin effrayant de la catastrophe. Le drone a pénétré dans le Titanic. Il n'a pas trouvé de trésor. Il n'a pas trouvé de fantôme. Il a trouvé la vérité. Et cette vérité s'est avérée plus effrayante que n'importe quelle invention. Choc numéro 1. Le Titanic n'a pas été coulé par un iceberg. Il était condamné à cause de l'acier fragile et des rivets bon marché. Il a été tué dès le chantier naval. Deuxième choc, le navire ne roule pas seulement, il est dévoré par une nouvelle espèce de bactérie inconnue de la science qu'il a lui-même engendrée. C'est une course contre la montre que nous avons déjà perdue. Et choc numéro 3. Au milieu de cette tragédie se trouve un mystère personnel non résolu. L'énigme du collier avec une dent de mégalodon. Le drone nous a montré le Titanic. Ce n'est pas juste une histoire, c'est de la biologie, c'est de la chimie, c'est un avertissement et c'est une échéance. Chaque nouvelle plongée est un adieu. Nous voyons les cabines disparaître, les ponts s'effondrer. Nous sommes les derniers à le voir ainsi. La prochaine génération ne verra qu'une tache rousse au fond de l'océan. La question n'est plus de savoir ce qui est arrivé au Titanic. La question est de savoir ce que nous aurons le temps de sauver. Pas les artefacts, la mémoire et les données, car bientôt il ne restera plus rien, absolument rien. Qu'en pensez-vous, devrions-nous soulever les artefacts pour les sauver des bactéries, ou devrions-nous laisser cette tombe en paix permettant à la nature de reprendre ses droits? Écrivez dans les commentaires. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'au bout. Votre soutien, votre like et votre abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour rester toujours au courant des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.